Très heureux de vous avoir aujourd'hui parmi nous au stand des CHU et j'en profite pour remercier les 3 conférences, celle des DG de CHU, des doyens et des présidents de CME qui ont permis l'organisation de cette matinée consacrée donc à la responsabilité sociale et environnementale des CHU. Mais on voit qu'on aborde des sujets qui dépassent très largement nos établissements et on a profité lors de la première table ronde pour avoir un regard européen sur les initiatives qui sont portées chez nous. Et on voit que ce soit nos amis anglais ou nos amis belges, tous, en un moment ou à un autre, comptaient sur les initiatives locales pour faire avancer leurs projets de décarbonation et améliorer la connaissance d'abord, et puis ensuite les actions concrètes menées pour décarboner nos environnements hospitaliers. J'accueille pour cette deuxième table ronde Laurie Marot. Vous la connaissez sûrement parce qu'elle a été très visible dans la presse et au-delà liée à la publication du rapport du Shift en novembre dernier sur la décarbonation de la santé. Et un grand merci pour être aujourd'hui parmi nous. Vous allez nous présenter un peu le cadre global de ce que représente la décarbonation en santé aujourd'hui, voir où on en est, avant d'entamer 3 expérimentations CHU sur la mise en œuvre des recommandations qui figurent dans votre rapport et qui a eu, à titre personnel en tout cas, mais je pense que c'est partagé par l'ensemble de la communauté, le grand mérite de remettre la santé en mouvement. Elle l'était déjà, mais elle a eu quand même cette prise de conscience sur ce qu'elle représentait en termes d'impact carbone, et c'est d'autant plus important pour que notre voix porte aujourd'hui au plan national et international. Laurie, c'est à vous. Merci beaucoup Frédéric pour tous ces retours. Donc je vais faire attention au niveau sonore parce que parfois c'est trop élevé, parfois pas assez. Donc là ça va à peu près, oui. Merci à toutes et tous d'être présents aujourd'hui. Effectivement, il y a un petit décalage. Donc, on a appelé notre rapport « Décarbonant la santé pour soigner durablement ». Alors, c'est assez intéressant de s'arrêter déjà sur ce point. Pourquoi on a appelé notre rapport comme ça? C'est pas du hasard. On n'a pas dit « Décarbonant la santé pour être plus vert ». On a vraiment dit « pour soigner durablement ». Parce qu'en fait, il y a un enjeu de résilience derrière la question de la décarbonation et même des impacts environnementaux au sens large. C'est très perturbant. Mais et effectivement, l'idée, c'est de voir à quel point on est dépendant de ces énergies fossiles, à quel point on est dépendant de ces approvisionnements énergétiques pour réussir. Je suis désolée. On va tenter comme ça. Ouais, c'est un peu perturbant. Pour parvenir justement à avoir un modèle de santé, un système de santé qui continue à fonctionner malgré les difficultés éventuelles d'approvisionnement énergétique ou matériel qu'on pourrait avoir dans le futur, par exemple. Et en plus de ça, on doit s'y mettre parce qu'on a signé à Paris des accords, des engagements pour la décarbonation du système de santé. Et donc, il serait quand même assez bien avisé d'être les premiers ou dans les premiers à montrer l'exemple sur ce point-là. Alors, par ailleurs, la France n'a pas signé les engagements de la COP26. C'est surprenant. Encore aujourd'hui, ça a été suggéré par le rapport de la protection sociale écologique, la mission sénatoriale donc, qui a été effectuée il y a quelques semaines. Mais effectivement, ce n'a pas été mis en action pour l'instant, donc on pense que ça va venir, mais on n'a pas encore de retour sur le sujet. Pardon, je vais y arriver. Donc là, vous avez la description des émissions du secteur telle qu'elle a été calculée par le Shift Project. Donc vous avez notamment 80% de ces émissions qui sont évaluées comme étant des émissions indirectes, on l'a vu, avec une petite marge d'incertitude ici que vous pouvez voir, qui est liée en fait à l'incertitude des données des bases carbone nationales. Et donc, au minimum, on serait à 6,5% des émissions nationales et au maximum autour de 8%. Donc, de toute façon, c'est extrêmement significatif pour l'ensemble du pays. Donc, l'idée, c'était effectivement de mesurer le bilan carbone et la place des émissions indirectes dans ce secteur de la santé
Et on a recommandé de faire ça sur l'ensemble des 3 scopes, comme ce qui est de plus en plus pratiqué aujourd'hui au sein des CHU, parce qu'on voit la part des émissions indirectes. Alors aujourd'hui, la législation, c'est bilan de gaz à effet de serre, scope 1 et 2, mais une petite souris m'a dit qu'elle tendrait à évoluer vers le scope 3 dans les mois qui viennent. Donc effectivement, les recommandations qui sont faites au secteur de la santé et à tous les secteurs en général devraient être appliquées bientôt au niveau de la réglementation. Donc une fois encore, les établissements qui auront pris de l'avance sur ce sujet feront figure de pionniers et pourront montrer l'exemple. Également, on a l'idée d'amorcer une transformation en profondeur du secteur de la santé. Pourquoi ? Parce que même en mettant en place l'ensemble des mesures de décarbonation qu'on présente dans le rapport du Shift Project, on n'arrive qu'à 50-55% de réduction des émissions carbone d'ici à 2050. Or, il nous faut des plans. Je rappelle le terme de plan qui a été utilisé par le NHS. Il nous faut des plans de réduction jusqu'à 80% des émissions carbone pour le pays dans son ensemble, donc tout secteur industriel confondu, et pour la santé aussi. Et j'ai même envie de dire et pour la santé surtout, parce que c'est le secteur qui va récupérer la pression sur ses services de soins, sur ses établissements, des conséquences de ces changements climatiques et environnementaux. Et donc, il devra y répondre avec les moyens qu'il aura sur l'instant. Et plus ces moyens seront carbonés, plus on continuera à être dans une spirale infernale. Pour bien connaître d'autres pays en situation plus ou moins critique, voilà, j'étais à Beyrouth l'été dernier, puisque j'y vais régulièrement. À Beyrouth aujourd'hui, eh bien, les hôpitaux appellent à l'aide pour avoir du fuel pour que les patients Covidés notamment puissent continuer à respirer 24 heures de plus, 24 heures de plus, 24 heures de plus. D'accord ? Donc l'idée, c'est de participer à la décarbonation du secteur de la santé en mobilisant d'autres outils qu'on a, qui sont nos politiques publiques de santé-environnement. Aujourd'hui, on a des plans nationaux de santé-environnement, on a des plans régionaux de santé-environnement qui sont très bien construits par ailleurs, et on devrait être en mesure de les mobiliser beaucoup plus fortement à l'intérieur de nos établissements et sur nos territoires pour que tout le monde y gagne. Hein. Une mobilité douce déployée à grande échelle, par exemple, c'est des patients en meilleure santé. Enfin bref, je ne vais pas vous faire la leçon, mais c'est globalement un territoire qui est plus agréable à vivre, c'est moins de nuisances sonores, c'est moins de pollution atmosphérique, moins de maladies chroniques liées à ces pollutions, etc., etc., etc. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'agir comme ambassadeur au sein du secteur de la santé. On a vraiment besoin, et je crois que c'est ce qui a été dit par le professeur Roch, on a vraiment besoin que ça vienne aussi, enfin que ça vienne prioritairement des acteurs de terrain. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde mobilisé, mais il n'y a peut-être pas assez de formation et de sensibilisation au niveau national. Donc on a aussi besoin d'avoir des guidelines, on a aussi besoin d'avoir des objectifs visibles, on a aussi besoin de pouvoir mesurer, aussi pour pouvoir se comparer, pas forcément dans un esprit de compétition, mais dans un esprit d'innovation et on va dire de progrès collectif sur ce sujet, parce que c'est vraiment des formes de progrès. Et on a donc besoin de la participation de toutes et tous à l'ensemble de ce projet de décarbonation. Voilà, en quelques mots, ce qu'on peut dire sur le sujet. Merci beaucoup, Laurie. Tu fais allusion en fait à la nécessité de mobiliser en fait toutes les missions des CHU. Les CHU sont des établissements qui font du soin. On a vu que le soin, il avait une contribution directe à la décarbonation en santé, il avait son rôle à jouer. Ce sont des établissements majeurs d'enseignement et de formation. On a dit que c'était aussi un maillon faible sur lequel il fallait qu'on agisse, pour tout le monde d'ailleurs. Ça vaut pour les formations médicales, les formations paramédicales, les formations de décideurs hospitaliers. Tous ces métiers-là ont besoin d'être formés aussi à comment je fais pour, quand j'exerce mon métier, contribuer en fait à limiter mon empreinte environnementale. Et ce sont aussi des établissements qui innovent et qui font de la recherche. Et là, je crois qu'il y a vraiment des synergies à trouver dans l'environnement de la recherche en France.
Le HESP prend les devants prochainement avec la chaire que vous allez piloter, mais il y a d'autres initiatives qui sont prises aussi et on sera là en tout cas pour contribuer à la recherche et au développement et à l'innovation en matière de décarbonation. Voilà, donc vous pouvez compter sur nous et on a bien entendu votre message qui correspond pleinement aux différentes missions des CHU. Je vous propose qu'on passe aux pratiques, non pas que cela ne soit pas pratique, mais dans nos établissements, avec Angélique Bizot-Coffinier, qui est directrice générale adjointe du CHU de Lille et qui va très concrètement nous décrire la démarche THQSE dans un établissement pris dans son ensemble. Angélique, on t'écoute. Bonjour à toutes et à tous. En effet, en écho à tout ce qui vient d'être indiqué, je vais vous proposer une illustration avec une démarche de labellisation THQSE d'un hôpital, l'hôpital Jeanne de Flandre. C'est une illustration assez structurante et significative de la politique développement durable du CHU de Lille qui existe et se développe depuis plus de 10 ans. Le CHU est membre du C2DS que tu évoquais tout à l'heure, Frédéric. Cette démarche s'est développée au sein d'un hôpital qui est un terreau assez propice aux démarches. C'est un hôpital mère, femme, enfant, une des plus grosses maternités de France avec plus de 5000 naissances par an et des prises en charge pédiatriques dans une vingtaine de surspécialités. Et au sein de cet hôpital Jeanne de Flandre, on retrouve à peu près 1300 personnels de divers métiers. C'est aussi un terreau tout à fait intéressant. On évoquait tout à l'heure la recherche, la formation et le soin. Il y a une dynamique HU très forte et un projet fédératif hospitalo-universitaire, des 1000 jours pour la santé qui, en termes de démarche THQSE, est une véritable opportunité et des actions très concrètes sur le sujet. Alors c'est une démarche qui a été initiée fin 2018, pilotée par le directeur des pôles de Jeanne de Flandre, Loïc Berthelot, avec des responsables médicaux, notamment le professeur Debarge et la direction qualité expérience risque, qui a rassemblé de très très nombreux professionnels pendant 3 ans autour de groupes de travail et qui a abouti à une labellisation fin 2021 avec un excellent score puisque cette labellisation a été obtenue avec un score de 97 sur 100. Nous avons été accompagnés par Primum Non Nocere dans cette démarche et ça a permis d'avancer sur des actions extrêmement concrètes. Alors quelques exemples sur les achats responsables et durables, ça a été évoqué tout à l'heure par nos collègues avec de l'achat de produits d'hygiène et d'entretien éco-responsable, avec la mise en place de filières de tri et de déchets. Au CHU, on a 43 filières déchets, par exemple, ce qui montre l'engagement et la dynamique des équipes dans cette démarche. Des actions autour des transports, avec le développement de garages à vélo pour les personnels et pour les patients lorsque c'est possible. Des démarches bien sûr en lien avec des actions un peu plus transversales de l'établissement autour de l'aspect plus social de la démarche avec une valorisation en local de l'insertion de personnel présentant un handicap avec le développement de dispositifs de signalement de violence, de signalement de lutte contre les violences sexuelles et sexistes qui est aussi un élément important de RSE dans la démarche. Et puis en lien avec des équipes notamment à la pharmacie et des équipes de recherche, des travaux pour essayer de limiter, de réduire les produits toxiques et notamment les perturbateurs endocriniens dans certains des produits utilisés au sein de l'hôpital. Et on a un exemple assez significatif de déplastification de dispositifs à perfusion. Voilà, donc vraiment des démarches extrêmement concrètes. C'est probablement le premier point à retenir et qui fait une grande fierté pour nous. Et puis le deuxième, c'est que cette démarche, elle a cette originalité de la collaboration, de la cohésion et du travail d'équipe et de la remontée d'initiatives de terrain.
il y a eu un engagement assez fort au sein de l'hôpital Jeanne de Flandre, avec des professionnels qui se croisaient tous les jours sans forcément travailler ensemble, issus de différents métiers et qui ont pu proposer des actions, des initiatives et les mener à leur terme. Je pense par exemple à la mise en place de jardins thérapeutiques pour les petits patients de Jeanne de Flandre, à la baisse de l'utilisation des produits toxiques dans les espaces verts autour de Jeanne de Flandre et qui s'est d'ailleurs étendue à l'ensemble du CHU. Voilà, des choses tout à fait concrètes, parlantes et qui permettent aux différents personnels de travailler et d'avancer ensemble autour d'un projet positif commun. Et puis, bien au-delà de Jeanne de Flandre, en fait, les directions dites fonctions support se sont engagées ensemble dans des actions communes, la direction des achats, la direction de la logistique, la direction de la communication, la DRH, bien sûr, hein, sur les aspects plus sociaux. Et donc, on a vu une cohésion autour d'un projet avec des matérialisations concrètes très intéressantes. Alors ça ne s'arrête pas là, hein, puisque on a des tas d'autres projets d'éco-conception des soins, notamment sur les accouchements, avec une comparaison sur les différents modes d'accouchement. On a un travail sur une chambre éco-responsable avec des partenaires du Parc Cœur à Santé à côté du CHU. Un projet aussi de recyclerie, enfin voilà, des tas d'initiatives qui se poursuivent, et puis bien sûr un comité de suivi de cette labellisation, parce que ça ne s'arrête pas une fois que le label a été obtenu. Ce que je souhaitais dire aussi, c'est qu'en termes de management, dans la période que l'on vit actuellement, c'est une belle expérience de mobilisation autour d'un projet positif qui emmène les gens, qui les motive, qui montre que les initiatives de terrain sont tout à fait intéressantes, possibles, écoutées et développées. Et voilà, donc très, très belle dynamique que l'on souhaite poursuivre, et Jeanne de Flandre sera probablement un modèle pour d'autres établissements du campus HU lillois. Ouais, merci beaucoup Angélique. Là on touche finalement une dimension qu'on n'avait pas abordée depuis le départ. C'est en fait la dimension managériale de développement durable. Et on voit bien que c'est un thème hyper fédérateur. Il y a tellement de l'occasion de, passez-moi l'expression, de nous empailler à l'intérieur d'un hôpital avec nos 150 métiers qui ont tous des logiques parfois assez différentes entre eux. Et là on voit que c'est une dynamique qui est totalement transversale, qui embarque l'enthousiasme et puis qui fédère les gens surtout. Et on a besoin de ça en ce moment plutôt que des sujets qui nous divisent. Ça c'est la grande leçon qu'on peut tirer de ton intervention, je trouve. Et le deuxième point, c'est que finalement on parle aussi du bon échelon pour mettre en place des politiques très transversales. Je lisais un article d'un conseiller technique du ministère de l'écologie qui publie un bouquin qui s'appelle 800 jours dans le ministère de l'impossible. Qui a été faite des agents aux agents. Donc c'est les aides-soignants qui ont formé les aides-soignants, les infirmiers qui ont formé les infirmiers. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ce projet a fonctionné. Et on a pu mettre en place donc un premier thème qui était donc prise de conscience de nos déchets, revalorisation des déchets. En un an, on est passé de 60% de dasserie à moins de 20% de nos dasseries sur tout le CHU de Toulouse en moins d'un an, avec la mise en place de toutes les filières de tri sur tous les blocs opératoires. Et sur l'année 2021, qui est l'année où on a commencé donc avec l'instauration progressive, on a revalorisé plus de 60 tonnes de déchets versus 0 en 2020. Alors fort de tout ça, on s'est dit bon maintenant qu'on a fait les déchets dans les blocs opératoires, on va continuer, et c'est là qu'en fait il y a plein d'idées qui ont germé des soignants et qui sont venus, et on a donc commencé à discuter d'autres choses, de l'eau, on a revu les débits d'eau dans les blocs opératoires. C'est des choses très simples à faire, mais ça a permis quand même d'économiser 500 000 litres d'eau sur une année. On a relampé nos blocs opératoires en LED pour réduire notre consommation énergétique. On a également réfléchi sur les tenues. Il n'y a plus de tenues à usage unique dans les blocs opératoires, et on est maintenant sur un nouveau marché de tenues plus durables qui sont faites à partir de bouteilles en plastique recyclées. Et plein d'autres initiatives qui sont venues se greffer sur les gaz anesthésiants, etc., etc. Je pense que dans ce type de démarche, et ce qui a été un peu dit auparavant, c'est ce qui est important, c'est qu'il y ait vraiment une collaboration entre les gens qui sont sur le terrain et les directions. Et ça, je pense que c'est ce qui fait la force de notre projet, c'est qu'il y a une collaboration avec des groupes qui se sont créés. L'autre chose qui fait la force de ce type de projet, c'est vraiment le fait de mesurer ce qu'on fait. Moi, je le vois très bien dans les blocs opératoires. Tous les mois, on a une gazette qu'on appelle la gazette du Green Block.
où on donne les résultats aux agents. C'est une source de motivation, de satisfaction de notre travail. On a également mesuré l'impact de ce projet sur la qualité de vie au travail des soignants et l'impact, il est très favorable puisque plus de 60% du personnel du bloc estime mieux soigner les patients depuis la mise en place de ce projet. On a également fait participer les usagers, donc qui sont informés donc, de nos pratiques éco-responsables dans le bloc opératoire et qui sont ravis de pouvoir partager avec nous ce projet. Et en partant des blocs, on a finalement réussi un peu à éclabousser l'ensemble de l'hôpital. Ça a donné une vraie dynamique RSE dans le CHU Toulouse qui existait déjà mais qui là maintenant est devenue plus transversale, avec plein d'actions sur la mobilité à vélo, plein d'actions sur les achats, et donc on a pu constituer des grands groupes en fait de travail sur différentes thématiques. Tous ces groupes sont composés de soignants et d'acteurs donc et de personnel de la direction de l'hôpital, et c'est vraiment cette synergie de chacun qui fait que ces projets-là peuvent fonctionner aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur. Je crois que c'était aussi un des points d'exemple qu'on avait absolument besoin de connaître aujourd'hui, c'est de savoir que cette dynamique locale, elle fonctionne. Quand il y a une animation, moi j'avais une question, chefferie de projet, ça s'organise comment concrètement? C'est vous qui êtes en pilotage et qui réunissez tous les acteurs? Ou alors finalement ça a été très décentré et puis chacun contribue finalement de façon un peu spontanée? Comment ça se passe au quotidien pour animer? Vous avez parlé de la gazette, ça me paraît une super idée. Moi j'avais pas connaissance de ce type d'initiative sur des gazettes liées à des projets eux-mêmes pour animer une démarche en tant que telle. Mais sur la chefferie de projet, c'est vous qui prenez la main et qui réunissez les acteurs au quotidien? Alors au début je centralisais tout. Puis on a créé des green teams maintenant dans chaque service. Là, on est en train de développer les projets sur la réanimation. Donc il y a des green réa également qui sont créés. En fait, c'est chaque green team qui s'auto-pilote. Et nous, on est vraiment là en support. Quand je dis nous, c'est moi en tant que médecin porteur du projet et la direction de l'hôpital pour aider en fait chaque équipe à mettre en place ses projets. Mais je crois que l'idée, c'est vraiment que chacun s'approprie son projet. Parce que déjà, les soignants, ils ont vraiment connaissance de leurs contraintes de soins, parce qu'il ne faut absolument pas que ça interfère avec la qualité du soin. Il ne faut pas non plus que ce soit une surcharge de travail. On a beaucoup travaillé sur l'ergonomie, on a complètement revu le fonctionnement d'une salle d'intervention, l'organisation d'une salle d'intervention, parce qu'il ne faut pas que trier, ça demande une demi-heure à l'infirmière, alors qu'on est en train de faire une splénectomie d'hémostase. Ce n'est pas envisageable. Donc pour que tout ça s'intègre vraiment dans le soin courant en fait, et que ça fasse partie d'automatisme, il faut vraiment que ce soit les équipes sur le terrain qui s'emparent des projets, et après qu'il y ait un support fort de la direction avec des actions transversales, des choses comme ça. J'ai posé une question polémique, puis en plus on a un représentant de la discipline. On entend sur ces sujets développement durable beaucoup des anesthésistes. On entend un tout petit peu moins la communauté chirurgicale. Ça vous paraît vrai ou pas vrai? Mais est-ce que c'est la réalité pour vous? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que tout le monde partage équitablement l'objectif? Alors pour alimenter la polémique, les anesthésistes sont toujours un train d'avance sur les chirurgiens. Non mais en l'occurrence, les anesthésistes, on est très sensibilisés parce que notre société savante a créé une Spark Green en 2016. Donc nous, ça fait partie de notre culture en fait. En tout cas, c'est quelque chose qu'on entend. Mais cependant, dans tout ce qui concerne les projets au bloc opératoire, moi je suis très aidée par mon équipe de chirurgiens, notamment les chirurgiens orthopédistes, qui veulent beaucoup travailler aussi sur des modèles d'éco-conception des soins, sur des interventions très ciblées. Donc c'est l'affaire de tous, vraiment. La réponse d'un chirurgien. En masse. Ah, il y a 2 chirurgiens en plus, alors j'avais pas fait attention, je pensais qu'ils étaient à équité, mais... Oui, bonjour, oui, désolé, je suis chirurgien aussi, Baptiste Borassino, chirurgien digestif à Auxerre. Chirurgien digestif à Auxerre. Voilà. D'accord. Donc pas un CHU et pas anesthésiste, mais effectivement je suis assez d'accord avec ce que vous dites, les chirurgiens sont partis en retard, parce qu'on est dans un écueil qui est celui d'avoir tout ce qu'il faut, toujours au bon moment, quitte à ouvrir énormément. Donc on parle de toutes les mesures de tri des déchets, mais on se parle aussi de l'overage qui consiste à ouvrir beaucoup de choses, d'avoir beaucoup de boîtes qu'on lave pour rien. Par exemple, quand on utilise une boîte de 30 kg et qu'on en utilise à peu près 1 kg pour opérer, ça interroge que derrière il y a 1000 litres qui soient nécessaires pour laver tout ça. Donc les chirurgiens ne sont pas en avance, mais on a quand même la bonne idée de suivre. Et si je me permets, il y a deux choses qui m'intéressent de dire là-dessus. Il y a un écueil pour que ça arrive jusqu'au plus près du soin, c'est que quasiment ça arrive dans la fiche de poste des soignants. Parce qu'il y a la question de la légitimité. Les gens se disent ça m'intéresse, mais est-ce que je suis légitime en fait? Parce qu'il y a les années 2010-2020, c'était rentabilité, performance financière. Moi, ça m'intéresse de parler de l'éco-responsabilité du soin,
Mais est-ce que je suis légitime? Donc on a beaucoup de gens qui fonctionnent en silo. C'est très bien que les directions s'organisent et les tutelles également. Mais maintenant, il faut l'autoriser quasiment dans la fiche de poste des agents. C'est mon sentiment. Voilà, Bien noté pour le premier point, un point majeur. Il y a des directeurs de soins d'ailleurs, j'en ai vu dans la salle. Et le deuxième point, c'est la mesure. On en revient à là. Notre métier, c'est de mesurer. On mesure la tension, on fait des scanners, on mesure le pouls, on mesure la taille d'une tumeur. On ne fait que mesurer. Donc si on n'a pas d'outils qui nous permettent de mesurer, c'est quasi que ça n'existe pas en fait. Voilà, donc avoir des accès de mesure au plus près des agents très simples, comme une glycémie capillaire, c'est quelle est ma consommation d'électricité, et là dans le service, c'est capital pour que les gens se sentent concernés, c'est mon sentiment. Merci beaucoup. Laurie voulait intervenir et puis ensuite un petit point et puis après on attaquera nos 2 dernières interventions si on veut terminer avant l'inauguration officielle. Sinon je vais me faire taper sur les doigts, mais prenons le temps du débat. Oui, non, les anesthésistes ont été pionniers effectivement, et c'est pas du tout pour prendre la défense des chirurgiens, mais il se trouve qu'il y a quand même beaucoup de chirurgiens engagés. Le président du CRS, du Comité Responsabilité en Santé, Patrick Pessot, est chirurgien. Moi, je connais plusieurs chirurgiens engagés même sur des domaines qui ne sont pas les leurs. Nicolas Le Boulanger, à Necker, a fait une ligne de code pour éteindre tous les ordinateurs la nuit à partir de 20h. Je connais aussi Vincent Misraï, qui est chirurgien à la clinique Pasteur de Toulouse et qui a également s'est saisi du bilan carbone 3 scopes de son établissement. Donc on a aussi des exemples de personnes qui sont effectivement un peu dispersées sur le territoire mais très engagées, quelles que soient les spécialités. D'accord. François Roch, pour achever la discussion, peut-être un dernier point aussi, Charlotte Martin, mais comme quoi il faut déconstruire aussi l'image qu'on peut avoir dans les disciplines. Et je pense que c'est aussi important aussi pour nous de montrer qu'on est tous, tenants d'un même objectif. Oui, puis ce qui serait amusant, si on arrive à mesurer, c'est de savoir si l'anesthésiste est plus pollueur que le chirurgien. Avec les gaz anesthésiques, vous avez pris des longueurs d'avance. Ouais, mais ils y travaillent dur là. Ils y travaillent dur. Puis s'ils utilisent les gaz d'anesthésion, c'est quand même que vous puissiez opérer. Voilà. Merci beaucoup. En fait, débat qu'on a bien fait de lancer. On va passer aussi à un autre exemple très concret avant de conclure notre table ronde par l'intervention de Marie. Par Léonard Dupé, qui est directeur des achats et de la logistique et du développement durable, entre autres casquettes au CHU de Rennes, et qui va évoquer, Léonard, un sujet original qu'on mène en partenariat avec un grand groupe européen et mondial dorénavant, bien entendu, qui est Philips. Je vois les représentants qui sont aussi dans la salle, on les salue bien volontiers, avec lesquels on a travaillé depuis plusieurs mois sur une initiative innovante que je te laisse décrire, Léonard. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc Léonard Dupé, je suis directeur des achats et de la logistique du CHU de Rennes et également en charge du développement durable. Donc au CHU de Rennes, on est engagé depuis 2008 dans une démarche de développement durable. On a une conviction qui est partagée dans la communauté hospitalière, c'est que si on veut contribuer à lutter contre le changement climatique, on ne peut pas le faire seul. Et il y a un partenaire hospitalier qu'il ne faut pas négliger. Ce sont les industriels, c'est les entreprises. Donc moi en tant que directeur des achats, c'est au quotidien qu'on est convaincu qu'il faut aller chercher le savoir-faire et les premières expertises qu'ils ont pu poser. Donc nous en 2020 on a réalisé un bilan carbone complet sur les 3 scopes qui nous a permis justement de mesurer notre impact carbone. Donc on parle de 81 000 tonnes de CO2, ça représente à peu près 50 kilos par lit. Et les 3 sujets majeurs, mais là il n'y a pas d'originalité particulière au CHU de Rennes, c'est pour 44% la politique achat, les déplacements pour 37% et les énergies, quand elles fonctionnent, pour 11%. Donc ce qu'on a souhaité faire à travers ce partenariat d'innovation avec Philips, c'est prendre un cas d'usage très concret, celui d'une salle de neuroradio interventionnelle, et de réaliser donc une empreinte carbone avec une méthode qui est issue du monde de l'industrie, la méthode PEF pour Product Environmental Footprint, qui est recommandée par la Commission européenne. Et donc on a pu établir le bilan carbone à ce stade de l'équipement avec l'idée ensuite de monter en généralité, puisque le CHU de Rennes donc, est engagé dans son projet de reconstruction avec d'ici à 2024 55 salles de blocs interventionnels qui vont être mises en service. Alors, quels sont les premiers enseignements qu'on peut tirer ? Le premier sujet, c'est l'éco-conception. Là, dans le bilan carbone, on a 84% de l'impact qui est lié aux matières premières, les terres rares et plus de 40% les circuits imprimés.
Il faut savoir que Philips a 10 000 fournisseurs. Là, dans cet équipement, il y a 100 puces qui viennent de 50 fournisseurs différents. Donc le sujet majeur, il est là, puisque en France, on a une particularité. On a une énergie électrique qui est décarbonée. Donc on a un impact qui est relativement réduit là, sur les 6 tonnes de CO2 que représente cette salle. Finalement, l'utilisation, l'énergie, c'est à peine 8% du total. Donc pour nous, le sujet qui vient derrière l'éco-conception, ça va être de s'engager sur le réemploi. Vous savez que l'économie circulaire se développe. Donc c'est un équipement de haute technologie. Pour autant, il y a des éléments qui peuvent être réutilisés. Et si jamais on met en œuvre une remise à niveau, matériel, logiciel, cet équipement, on peut faire passer sa durée de vie opérationnelle de 10 ans à 14 ans. Et bien là, on va économiser 25% de l'empreinte carbone. Donc ça, je pense que c'est un sujet majeur, notamment pour la France, parce qu'il y a deux choses, pour pouvoir actionner ce levier, il y a deux facteurs limitants. Il y a la réglementation, on n'est pas particulièrement en avance par rapport à l'Allemagne sur ces sujets-là. Et il y a aussi les représentations, puisque en France, dès lors qu'on parle de technologie, on va vouloir évidemment être sur le dernier équipement, et il faut aller convaincre, pour reprendre ce terme, les utilisateurs que non, un équipement qui va être upgradé par une grande entreprise industrielle, ce n'est absolument pas un équipement au rabais, et au contraire, ça peut faire sens dans l'utilisation qu'on peut en avoir. Donc c'est une approche complète qui a été menée, ça c'est un travail partenarial grâce à une équipe projet donc, qui réunit des radiologues, des manipulateurs radio, des ingénieurs biomédicaux en organisation, ingénieurs en développement durable, acheteurs, électriciens, et puis des ressources très importantes qui sont mobilisées par la société Philips. Et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir transposer ces résultats à d'autres exemples dans le domaine de la santé, puisque là, cet équipement ne représente que 0,007% du bilan carbone du CHU. Mais si on change d'échelle, si on est pour le coup à l'échelle d'un projet entier ou transposé pour l'ensemble des CHU, on peut avoir un impact beaucoup plus significatif. Donc ça, c'est effectivement l'ambition. On est encore dans une démarche pionnière, donc une méthode qui mérite d'être évaluée, comparée. Donc c'est la raison pour laquelle il y a un auditeur, en l'occurrence la société EY, qui vient certifier donc les résultats de ce calcul d'empreinte carbone. Donc voilà un sujet d'avenir qu'on souhaitait partager avec vous. Et puis comme on arrive assez proche du terme, on est disponible pour les questions. Marie, vous terminez. Merci beaucoup Léonard. Je pense qu'on aura l'occasion d'échanger, vous inquiétez pas, peut-être quelques minutes si on n'est pas tout de suite requis pour participer à l'inauguration du salon. Mais voilà en tout cas un exemple encore différent d'un travail collaboratif absolument incontournable, de travailler avec les industriels pour faire en sorte qu'ils réduisent eux aussi leur empreinte carbone en amont de l'usage qui peut être fait. On a 10 ans d'usage aujourd'hui d'un équipement de radiologie interventionnelle. On peut faire un effort, nous, pour acheter des matériels recyclés et puis pour poursuivre en upgradant le cycle de vie du produit. Mais il y a aussi un effort à faire justement pour éviter, en amont par l'industriel, pour éviter justement qu'il n'utilise des matériaux qui sont ensuite des ressources rares pour l'ensemble de la planète. Et ça, il faut qu'on fasse ensemble. Voilà, donc c'est notre conviction. On aura l'occasion aussi certainement après dans le reste du salon d'évoquer le programme Pacte, qui est un programme qui est porté par l'industrie, mais que nous, on souhaite finalement associer à une démarche commune entre établissements et fournisseurs. Marie, je vous laisse conclure. Vous êtes consultante indépendante, vous êtes aussi membre du Shift. On va se dire les choses. Oui. Et c'est vous qui avez la lourde tâche de conduire notre table ronde. Alors je veux bien la slide. Oui, donc je suis consultante indépendante, j'ai travaillé en France et dans le NHS. Effectivement, je fais partie du groupe Shift Project Santé avec Laurie. Donc je vais reboucler sur le NHS. Qu'est-ce qu'on peut, et tout a été dit, donc c'est pas facile de passer en dernier, l'exemple de Toulouse, et c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qu'on peut encapsuler du NHS pour élargir la démarche du service à l'ensemble de l'établissement? On l'a vu, l'engagement de la direction de la CME est essentiel. Le Green Hospital Plan, le projet stratégique, on sait où on va tous ensemble, la sensibilisation, la formation de tous, parce qu'on agit seulement si on est convaincu. Le repérage des champions, ça c'est essentiel et on le voit, ils sont à tous les niveaux, comme disait Sarah. Avec le Shift Project, on est contacté directement par des acteurs à tous les niveaux et c'est vraiment très intéressant de pouvoir engager toutes ces forces vives. Donc on parle vraiment de l'élargissement de la réflexion sur la pertinence des soins. On parle de la pertinence des soins en fait à l'impact environnemental écologique. Il s'agit de faire les soins les plus justes
les plus justes, avec la consommation la plus optimale, finalement, la plus optimale en matériel, en médicaments, en transport, etc. Partager les bonnes pratiques permet d'essaimer au sein de l'établissement, permet de faire venir les champions et d'élargir la démarche. Ça peut être une source de communication, de célébration en interne. Et donc ces démarches ont des co-bénéfices multiples que vous avez tous cités, bien sûr écologiques, environnementaux, mais également en termes de qualité, dès lors qu'on réfléchit tous ensemble à ce que l'on fait et qu'on essaye de le faire le mieux possible. Également en termes sociaux, tout le monde l'a dit, c'est énergisant pour les équipes. On se sent autonomisé, il y a du sens. Et finalement, ça donne une vraie satisfaction au travail et de l'attractivité du métier, qui est un vrai sujet aujourd'hui. Et puis des vrais co-bénéfices économiques. Et ça, c'est très important. Le NHS l'a montré au travers d'un ouvrage qu'on ne voit pas très bien, Securing Healthy Return, qui montrait quand même 1,8 milliard d'économisés entre 2008 et 2016 pour 500 millions d'investissements. Donc des vraies économies dès lors que l'on pense effectivement à économiser ce que l'on consomme. Et ce qui est important, ce sur quoi je voudrais terminer, c'est que parfois pour initier ces démarches, il faut investir un peu en temps, un peu en formation, un peu parfois dans un équipement. Le NHS, par exemple, a lancé cette année un fonds de 1 million pour pouvoir encourager ces démarches, donc au travers d'appels à projets qui peuvent être à tous les niveaux, national, régional, pouvoir initier ces démarches innovantes sur le terrain. L'an dernier, de la même manière, l'Institut de recherche national avec le Royal College des Surgeons avait financé plusieurs initiatives pour des blocs plus verts. Donc ça, il y a toute cette mécanique à mettre en marche pour encourager. Et derrière, pouvoir évaluer, pouvoir chiffrer aussi tous ces co-bénéfices que l'on a mentionnés et les économies, les réinvestir pour alimenter la roue. Voilà, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup à tous et à toutes. On m'a chargé de conclure la table ronde en temps et en heure. On avait promis de libérer tout le monde à 11h pour participer donc à la séance inaugurale. Je rappelle qu'à midi, donc après avoir remercié nos intervenants et tous ceux d'entre vous qui avaient pu nous joindre à nous, un immense merci à vous. Un immense merci donc aux intervenants des CHU et des intervenants experts qui nous ont accompagnés. Marie Kernec, Charlotte Esterbeck, Laurie Marot, Sarah Wanon, merci mille fois à toutes les quatre. Merci à tous les collègues qui sont intervenus. Pour un petit teasing, à midi, vous pouvez retrouver l'excellent Jérôme Malfroy qui vous parlera d'un autre versant de la RSE dans les CHU autour de l'insertion des personnes handicapées dans nos établissements. C'est aussi un très grand sujet sur lequel on est fortement mobilisé. On a encore beaucoup de marge de progrès, comme on dit pudiquement. Et j'espère que ça a été interactif et intéressant pour les uns et les autres. J'ai encore appris plein de choses aujourd'hui. Et on est motivé et déterminé à faire en sorte de poursuivre les travaux engagés pour réduire notre empreinte environnementale et finalement travailler un monde meilleur, osons se le dire. Merci beaucoup à tout le monde.